Voici le Boeing 747, un des longs courriers subsoniques les plus rapides du monde. Mais comme tous les avions, les 747 vieillissent. Et celui-ci doit être mis au rebut. Coupe tout, je ferme les vannes. Il contient 6 millions de pièces Il y en a encore plein d'autres. et 66 tonnes d'aluminium de haute qualité. Les mécaniciens avions doivent le valoriser autant que possible pour récupérer 4 600 000 €. Mais ils vont entamer leur toute première déconstruction de 747. Et la faire correctement Dégagez, dégagez! est un défi de taille. Ces mécaniciens vont risquer leur vie en déplaçant des pièces grosses comme des voitures, sous une chaleur torride. Ce 747 effectue son dernier vol. C'est un des doyens du transport aérien et il est bon pour la retraite. L'heure de son ultime atterrissage a sonné. En 24 ans, il a parcouru l'équivalent de 1200 fois le tour du globe. Il vient de se poser sur l'aire de Goodyear, aux États-Unis, dans l'État de l'Arizona. C'est là que se trouve Aéroturbine, une entreprise spécialisée dans le domaine aéronautique. Roger Hodge est responsable du service entretien. Normalement, il répare les avions. Mais celui qui vient d'atterrir se démarque pour une raison particulière. Il vaut plus cher mort que vif. Ce 747 est tellement vieux qu'il est irréparable et beaucoup trop cher à entretenir. Mais plutôt que de finir à la casse, il va être démonté pièce par pièce. Il est comme les voitures et tout le reste. Il n'est pas éternel. Mais les moteurs et beaucoup de pièces de la cellule ont encore assez de valeur pour qu'on les envoie à la révision. 30% de cet avion sera réutilisé dans des 747 qui vont être fabriqués. L'essentiel des pièces de 747 sont interchangeables, car la conception de cet avion de ligne a peu évolué depuis son premier vol commercial en 1970. À l'époque, il fallait plusieurs centaines de personnes et 4 mois pour fabriquer un 747. Aujourd'hui, une poignée de mécaniciens va essayer de le désosser en seulement 12 semaines. Derek Pfeiffer chapeaute l'équipe depuis le sol. On va l'extraire avec une roue à rocher et une clé à douille. Lyle Bunbrake s'occupe des serpents. Au sang! Quant à Pete Faulkner, il les évite. Très drôle. Tous ces hommes sont des experts. Leur seul problème, c'est qu'aucun d'entre eux n'a jamais démonté un avion de ce gabarit. Cela va être une première. On n'a jamais démantelé un appareil aussi gros que ce 747. Prêt? C'est de loin notre plus gros défi. Énorme. On ne veut ni l'abîmer ni se blesser. En fait, ce travail va être un apprentissage. Les mécaniciens vont constamment se référer au manuel utilisé pour construire cet avion il y a plus de 20 ans. Les pièces sont 4 à 5 fois plus volumineuses que celles auxquelles on est habitué. Et il faut du matériel pour manutentionner un poids pareil. Tu vois le truc derrière? Le travail va se décomposer en 4 étapes. Premièrement, retirer les moteurs avec précaution. Il faudra manipuler les 4 réacteurs gros comme des éléphants, comme si c'était des œufs. Deuxièmement, récupérer et inventorier toutes les pièces vendables, de la tuyauterie aux cafetières. 65, Bravo 94. Toutes ces pièces sont réavionnables, c'est-à-dire réutilisables sur d'autres avions. Troisièmement,
retirer les matériaux dangereux, comme l'uranium appauvri, et les acheminer vers un lieu de stockage adapté. Tout ce qui n'a pas de valeur, comme les garnitures de sièges usés et les isolants, sera mis au rebut. Et quatrièmement, découper le métal pour qu'il soit fondu sous forme de lingots d'aluminium qui serviront à fabriquer d'autres produits, comme du matériel électronique ou des meubles. L'objectif est ambitieux. Recycler 98% de l'avion et récupérer des pièces de rechange, le tout pour une valeur de 4,6 millions d'euros. L'équipe commence donc par détacher les pièces les plus grosses et les plus intéressantes, les 4 moteurs. Chacun d'eux pèse 5 tonnes 400. Un réacteur neuf coûte jusqu'à 3,4 millions d'euros. Mais ces occasions, si elles ne sont pas endommagées pendant leur déconstruction, valent tout de même 1 million d'euros l'unité. À l'arrivée de l'avion, ces moteurs étaient déjà vendus, donc on a commencé par eux. Ils sont très demandés. Leur nouveau propriétaire veut qu'ils reprennent du service le plus tôt possible. On essaie de le faire dans les temps et en toute sécurité. Le compte à rebours commence. Il y a 2 moteurs sous chaque aile. Et ce sont eux qui propulsaient le monstre. En vol, ils permettaient au 747 d'atteindre des vitesses de plus de 900 km/h. Enlève les vis. Pour les retirer, les mécaniciens doivent d'abord débrancher 2 systèmes. À basse altitude, où l'air est plus dense, 38 aubes actionnent un turboréacteur à double flux. Mais à haute altitude, l'air n'est plus assez dense pour faire fonctionner les turboréacteurs. C'est pourquoi un compresseur prend le relais. Il aspire l'air et il le met sous pression, comme l'air dans un pneu de voiture. Une fois comprimé, cet air se mélange au carburant, puis le tout est enflammé pour créer la combustion qui fait avancer l'avion. Les mécaniciens doivent débrancher les 2 systèmes et détacher chaque moteur d'un bloc. Ils doivent faire vite pour respecter les desiderata du nouveau propriétaire. Ils débranchent 16 connexions électriques et ils détachent 3 conduites hydrauliques. 10-4, merci. Ils bouchent les principales arrivées de carburant et des vis 375 fixations. La moindre erreur peut tuer un de ces hommes. Et nul ne le sait mieux que Dean Klepper. C'est très dangereux. Un mouvement de l'avion peut vous renverser. Quand on fait fonctionner un moteur, on peut être aspiré dedans. C'est un métier très dangereux. Le frère de Dean était aussi mécanicien avion. En 2003, Rick Klepper a été écrasé par un moteur tombé d'un chariot élévateur. Le moteur était détaché et les gars allaient le transporter avec un chariot élévateur. Il y avait un câble qui pendait, le moteur tirait dessus et quand le chariot est parti, le moteur a basculé, clouant mon frère contre l'avion. Il a eu le cœur et un poumon écrasés et il est mort sur place. Dean garde une photo de son frère au dos de sa carte d'identification en guise d'avertissement collectif. Il faut être prudent. Quand je commence à travailler, j'envisage d'abord le côté sécurité et ensuite le travail proprement dit. Le plus important, c'est de faire le maximum pour éviter que les collègues aient le moindre problème. Il faut environ 4 heures à 3 mécaniciens pour préparer le retrait d'un moteur. Attendez, desserre un peu. Ils installent l'appareil de levage pour soutenir le moteur. Baisse un peu le 4. Stop. Un écart de ce moteur de 5,4 tonnes aurait des conséquences catastrophiques. Et il faut en détacher 4.
Retirer en toute sécurité un réacteur de 747 est un travail d'équipe. 4, baisse un peu. 44? La gueule de chaque turbine mesure près de 3 mètres de diamètre. Ces moteurs pèsent dans les 5 tonnes et demie pièces. Ces chariots moteurs faits sur mesure vont accueillir les turbines pour s'assurer que le réacteur ne soit pas abîmé ni le personnel blessé pendant la manutention. Il faut que les chaînes soient de même longueur pour qu'au moment où on abaissera le moteur, il ne nous bascule pas dessus. Finalement, il retire le premier moteur. Il faut une semaine aux mécaniciens pour retirer les 4 turbines. Mais ça en vaut la peine. Au total, elles vont rapporter 4 millions d'euros. Mais le travail ne fait que commencer. Pour tirer le meilleur parti de cet avion, il faut encore trouver environ 540 000 euros en pièces de rechange. L'étape suivante est donc la nouvelle priorité, tant du point de vue financier que sécurité. À l'intérieur des ailes de tous les 747 se trouvent 2 grands réservoirs et un réservoir auxiliaire. Chaque aile contient ainsi jusqu'à 64 000 litres de carburéacteur et un réservoir central situé sous les sièges passagers en emporte la même quantité. Cet avion est arrivé avec ses réservoirs d'ailes remplis à environ 20%. Il faut les purger pour qu'ils aient le temps de sécher, car si les réservoirs ne sont pas secs au moment du démontage du fuselage, l'avion risque d'exploser. Mais ce n'est pas un simple pompage. En effet, l'accès au liquide hautement inflammable se trouve à 9 mètres au-dessus du sol. Je sors les tuyaux pour vider les réservoirs. Stephen Collins est spécialement formé à la vidange des avions. Sur tous les avions qui arrivent, on prélève le carburant. Mais c'est le premier 747 de Steve, et il y a un problème. Dane, t'es là? J'écoute. Impossible d'extraire le carburant. J'aspire rien. Steven contacte Dane Zimmerman, qui est dans le poste de pilotage. Coupe tout, je ferme les vannes. Pompe et robinet d'intercommunication coupés. C'est ce que je pensais. Sur cet avion, qui est un vieux modèle, il y a une protection. Il y a une sécurité sur le réservoir. Il n'y en a d'ailleurs que sur ce modèle de 747. Mais le problème est facile à régler, et Steven peut purger le restant de carburant. Il y en a tout de même pour 20 000 euros. Jusqu'à cet instant, l'avion fonctionnait grâce à sa propre électricité. Désormais, il faut la couper pour retirer le matériel électronique en toute sécurité. C'est une étape clé pour passer de l'avion au tas de ferraille. La purge est faite. On coupe le courant. Je vais chercher mes outils pendant que ça refroidit. Mais qui dit plus de courant, dit plus d'air conditionné pour les hommes qui travaillent dans les espaces confinés des entrailles de l'appareil. Dane doit retirer plus d'une centaine d'instruments dans le poste de pilotage. Ils sont très fragiles et il faut les retirer le plus rapidement possible pour éviter qu'ils soient par la suite abîmés accidentellement. Mais de minute en minute, la température monte. En ce 22e jour de l'été, le mercure devrait dépasser les 43 degrés. La déconstruction d'un avion se déroule normalement dans un hangar. Mais le 747 est trop volumineux pour passer par les portes de celui d'Aéroturbine. C'est le double du nombre de jours de chaleur habituel pour Phoenix. L'avion doit donc rester dehors et l'équipe doit travailler dans la chaleur. Les mécaniciens commencent à dévisser, à décrocher et à démonter le 747 pièce par pièce. Mais bientôt, ils ont l'impression de travailler dans un haut fourneau.
Démonter l'avion dehors par cette chaleur, ça nous déshydrate complètement. Pour éviter le soleil, les mécaniciens arrivent à 5 heures du matin. Mais même dans ces conditions, le répit est de courte durée. Le thermomètre affiche déjà 37 et il va encore grimper. Par une telle chaleur, le métal devient brûlant et dangereux. Et le vrai travail ne fait que commencer. Le poste de pilotage est une vraie fournaise. Et Dane Zimmerman souffre en retirant les cadrans. Mais son travail est une étape importante du recyclage de l'avion. En effet, la plupart de ces cadrans, pour ne pas dire la totalité, seront recalibrés et vendus. Ils fonctionneront sur des modèles de 747 plus récents, mais également sur d'autres appareils. Sur le marché de l'occasion, ils valent dans les 50 000 €. Ces instruments de bord se trouvent dans un endroit qui n'existe que sur très peu d'avions, le deuxième pont. Le 747 a été le premier avion de ligne à en avoir un. Cet appareil peut contenir 175 000 m3 de cargaison ou 452 passagers quand il y a des sièges. Dans les années 70, Boeing a d'ailleurs fait de cet intérieur un argument marketing de poids. Les Harlem Globetrotters aimeraient vous faire découvrir ce qu'est vraiment le 747. Alors, bienvenue à bord de l'avion le plus grand et le plus luxueux du ciel, le 747. Vous pouvez vous y déplacer en toute liberté. Et il y a de la place comme dans aucun autre. Pour la tête, les jambes, les coudes. L'avion à pont fascine le grand public. Plaisir garanti. Avec un salon en première classe. Et rencontre garantie. Et bien sûr, le poste de pilotage le plus haut dans lequel Dane Zimmerman a jamais travaillé. Ces instruments, qui sont un peu les yeux et les oreilles du 747, sont faciles d'accès. Mais extraire le cerveau de l'avion s'annonce plus corsé. Il se trouve en contrebas du poste de pilotage, caché dans une armoire d'1 mètre sur 4, derrière le nez, juste sous le premier pont. C'est le compartiment de l'avionique. Avionique est la contraction des mots avion et électronique. Carburant, commande de vol, communication, tout est géré depuis ce petit compartiment qui est la spécialité de Dane. Toutes ces boîtes contrôlent l'avion du début à la fin. Les pilotes croient que ce sont eux qui sont aux commandes, mais en fait, ce sont ces boîtes. Il y en a plus de 70 ici, et chacune joue un rôle crucial. Les avions sont uniques, dans la mesure où tout le monde voit les moteurs et sait que ça fait avancer l'appareil. Mais ce n'est pas souvent qu'on voit les boîtes qui gèrent ces moteurs et tous les autres systèmes de bord. Et c'est pour ça que les avions sont uniques en leur genre. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est intéressant de recycler l'avionique, même si ces boîtes sont bien à l'abri dans leur compartiment et que les en extraire n'est pas une mince affaire. Le gros problème, c'est de les sortir de là-haut pour les emporter en bas, car elles sont très lourdes. Normalement, on fait ça à 2, voire à 3. Tout dépend de la longueur de vos bras. Ces instruments ont encore de beaux jours devant eux. Ces boîtes vont être expédiées pour révision et elles seront réutilisées sur d'autres avions. Et il y en a plein d'autres. Au total, les boîtes de l'avionique du 747 valent 68 000 €. Deux éléments de l'avionique restent à retirer. L'enregistreur de paramètres et l'enregistreur phonique, plus connu sous le nom de boîte noire. Ces appareils sont dans un endroit à part. Ils enregistrent les données concernant le vol et l'acoustique du poste de pilotage
pour aider les enquêteurs en cas d'accident. Sur un 747, les boîtes noires se trouvent au-dessus de la cabine, à l'arrière de l'avion, un ingénieur ayant estimé qu'elles auraient plus de chances de résister à un crash. Chose curieuse, ces boîtes noires ne sont pas noires. Voici les boîtes noires de sinistre réputation. Comme vous le voyez, elles sont oranges, ce qui est plutôt curieux. Mais si elles sont de cette couleur, c'est pour qu'on puisse les retrouver plus facilement en cas d'accident. Le surnom de boîte noire vient du fait que toutes les boîtes de l'avionique sont de cette couleur. Une fois ces deux dernières retirées, le travail de Dane à l'intérieur de l'avion est terminé. Mais le retrait de ces éléments ne représente qu'une petite partie de cette opération exceptionnelle. Et la traçabilité des pièces enlevées est un véritable casse-tête. Parmi toutes les pièces qu'il faut encore récupérer, il y a 8 km de tuyauterie, 275 km de câblage et 3 millions de fixations en tout genre. La plupart d'entre elles se trouvent ici, dans le ventre de la bête. Des portes de visite permettent d'accéder à 4 zones, chacune aussi spacieuse qu'une camionnette et bourrée de canalisations et de gaines. Pour les mécaniciens, cela revient à plumer un oiseau géant en conservant la trace de chaque plume. C'est un des compartiments de l'air conditionné, un des premiers endroits sur lesquels on travaille. Quand on aura fini, ce sera tout vide. Pete Faulkner est un des 5 mécaniciens qui vont passer plusieurs semaines sur ce démontage. C'est long, c'est tout. Pour qu'on puisse tirer le maximum de ce vieil avion, les éléments recyclables doivent être correctement catalogués. Mais trouver le numéro de pièce s'avère parfois aussi ardu que le démontage de la pièce elle-même. Sur beaucoup de pièces, comme les canalisations, le numéro peut avoir disparu sous l'effet de l'usure. Parfois, il est dur à trouver. La plupart du temps, il est usé car c'est un simple poinçon. Ah, le voilà. C'est son numéro de série. 65 Bravo 94200. On note chaque numéro de pièce sur une étiquette. Pour chaque pièce retirée, on remplit un bon de retrait. On inscrit le numéro d'immatriculation, la nomenclature et le numéro de série de la pièce. Ensuite, on met l'étiquette et on porte le tout dans le bac là-bas pour que la référence soit entrée dans le système informatique. En général, on remplit entre 500 et 1000 étiquettes. Mais il y en aura peut-être plus sur cet avion tellement il est gros. Une fois étiquetées, les pièces passent entre les mains de John Lister, qui doit confirmer l'identité de chaque élément récupéré. C'est un gros travail. Toutes les pièces récupérées sur un avion peuvent être remises à neuf et installées sur un autre appareil. Du matériel électronique à la tuyauterie, des commandes de vol au circuit hydraulique, même les pièces les plus banales peuvent avoir beaucoup de valeur. En voyant certaines pièces sur les étagères, on se demande qui peut bien en vouloir. Mais le fait qu'elles proviennent d'un avion leur donne de la valeur. Voici une cafetière. De toute évidence, elle a connu des jours meilleurs. Mais on la garde, car on nous en demande très souvent. Le personnel navigant commercial déteste quand ces cafetières et ces fours tombent en panne. Et la cafetière de John coûte jusqu'à 1 350 €. Les éléments qui s'abîment régulièrement sont très demandés. C'est le cas d'une des pièces ayant le plus de valeur, le nez. Son extrémité, appelée radome, est conçue expressément pour protéger le radar météo de chaque appareil. L'antenne qui s'y trouve informe le pilote des conditions météorologiques. Et le radome doit résister à des rafales dépassant les 800 km/h, des vents plus puissants que ceux d'un ouragan. Un nez d'occasion en bon état fait partie des pièces de valeur. Mais pour enlever le bec de cet oiseau, les mécaniciens doivent s'élever de 3 étages. Sur un 747, il n'y a rien d'accessible sans monte-charge ou sans un appareil quelconque. Le nez est conçu pour bien tenir. Aussi, dévisser chaque boulon du radome
est une opération malaisée et fastidieuse. Et l'ouvrir nécessite un autre élévateur et un troisième mécanicien. De cette hauteur, une chute pourrait s'avérer fatale. C'est pourquoi tout le monde est sanglé. On est attaché car ça n'est pas stable. On a l'impression qu'on va tomber. C'est usant pour les nerfs. Beaucoup de gens ne le supportent pas, surtout ceux qui ont le vertige, un peu comme moi. Stop. Ça commence à venir. C'est bon. Une fois ouvert, le nez laisse apparaître le radar météo, qui vaut 3 400 €. Direction le hangar pour l'antenne. Tandis que les mécaniciens reprennent l'élévateur pour la partie la plus difficile du travail sur le nez, le retrait du capot. Le radome pèse dans les 90 kg et fait presque 2 mètres de diamètre. Aussi, pour l'enlever, il faut s'y mettre à plusieurs. Faites-le tourner, faites-le tourner. Vers moi. Prêt? Ensemble, ils le démontent sans l'abîmer. Beau travail d'équipe. Tout le monde a bien communiqué, on l'a enlevé sans problème, tout s'est bien passé. Cette pièce pourrait être revendue 10 000 €. Mais il va falloir aller encore plus loin pour prélever les pièces difficiles d'accès, mais ô combien précieuses, cachées dans les ailes. Cela s'annonce comme le défi le plus difficile à relever. Jusqu'ici, le 747 a déjà eu droit à un lifting, une opération du cerveau et une plastie abdominale. Il a été dépouillé de plusieurs tonnes de pièces dont la valeur se monte pour le moment à 4 102 750 €. Malgré la difficulté des opérations effectuées jusqu'à maintenant, les mécaniciens savent que le véritable tour de force est sur le point de commencer. Les ailes de ce géant sont des éléments massifs, pesant plus de 20 tonnes chacune. On peut garer 22 voitures sous la surface de chacune d'elles. Les ailes ont effectué leur dernier vol, mais les appareils qui actionnent les volets sont des composants précieux appelés actionneurs. Il y a 2 gros actionneurs dans chaque aile, 4 pour les 2 gouvernes de profondeur et 2 pour la gouverne de direction. Pesant jusqu'à 90 kg pièce, ils font partie des gros éléments que les mécaniciens doivent récupérer. C'est une tâche dangereuse qu'il faut effectuer à une hauteur de 3 étages, et les mécaniciens n'ont encore jamais eu affaire à des actionneurs de cette taille. Le 747 dispose de pièces plus grosses que les autres avions, et les retirer est plus difficile compte tenu justement de leur taille. 2 équipes se positionnent au-dessus et en dessous d'une gouverne de profondeur. Pour atteindre l'actionneur, il faut d'abord soulever la gouverne. Le problème, c'est qu'elle pèse 250 kg. Howard, pose-le. Il va revenir en place. Les hommes bataillent pour dégager l'actionneur qui refuse de bouger. Willy, il faut que tu m'aides à tenir ce truc. Tenez la pièce. Je l'ai. Tu le tiens? Ouais. Quelqu'un doit tenir la gouverne le temps de dégager l'actionneur. Mais des supports gênent l'extraction de la pièce. Les mécaniciens doivent passer à côté d'eux sans endommager l'actionneur. Ça va passer. Ça va? Je vais faire une pause. Ils changent de position pour avoir un meilleur angle. Je le savais, il faut recommencer. Prêt? C'est bon, vas-y.
Tu peux lever un peu? Il faut se mettre à genoux. Et il y a un problème. C'est même le pire cauchemar d'un mécanicien avion. Lyle est aspergé de Skydroll. J'ai été aspergé de Skydroll. C'est le liquide hydraulique qui circule dans les veines de l'avion. C'est un produit toxique qui brûle et aveugle de manière temporaire. Bientôt, ça va se mettre à brûler. C'est du costaud. Et ça ne s'arrêtera pas tant que ce ne sera pas nettoyé. Le Skydroll dans les yeux, c'est du lacrymogène en pire. Travailler dans ces conditions n'est pas envisageable. Je vais me mettre de l'huile de ricin sur le visage, car ça commence à brûler. Lyle doit abandonner momentanément ses collègues. Le temps d'appliquer cette huile qui neutralise les brûlures de Skydroll. Puis il reprend le travail. Il y a 5 cm qui bloquent. Faut que quelqu'un nous aide à pousser. Je le tiens. Après une ultime poussée, les mécaniciens arrivent à dégager les 90 kg de l'actionneur. Attention, Lyle. C'est bon, Howard? Lâche un peu. C'est bon, Howard. Laisse aller. C'est fait. Cette opération difficile a servi d'entraînement pour les 9 actionneurs à suivre. Les mécaniciens les retirent 2 fois plus vite et en dépensant moitié moins de force. Baisse. C'est bon. Chaque actionneur vaut entre 3 300 et 6 600 €. Et les 10 retirés du 747 avoisinent les 55 000 €. Il manque encore plus de 70 000 € pour arriver aux 4 600 000 € et la date butoir approche. L'avion de ligne peut voir quel sort l'attend. Non loin, un MD-80 est en train d'être réduit en miettes. Les pièces réutilisables ayant été mises de côté, le reste de l'avion est confié aux bons soins de Julio Estrada, qui travaille pour le ferrailleur Alameda Metal. L'engin qu'il manipule exerce une pression de 90 tonnes. J'adore cette pince. Et j'aime détruire les avions. Il faut 2 jours pour transformer un avion comme celui-ci en tas de ferraille. Mais malgré sa taille, le MD-80 n'est qu'un échauffement comparé au gigantesque 747. Ce qui reste d'un avion ressemble à des détritus, mais on peut leur redonner vie. Des chauffeurs routiers transportent le métal jusqu'à Chicago, chez Allied Metal, pour qu'il soit fondu. Ici, on sépare l'aluminium des autres déchets. Les fragments circulent sur un aimant puissant, mais l'aluminium moins magnétique ne s'y arrête pas. En revanche, les métaux ferreux adhèrent jusqu'à ce qu'ils tombent dans un conteneur spécifique. Ensuite, le fer est acheminé vers un haut fourneau. L'aluminium vers un four à haute température. À l'intérieur, des fours alimentés au gaz chauffent le métal à des températures atteignant 1000 degrés. En seulement 4 minutes, chaque chargement de 450 kg est transformé en bain d'aluminium. Les ouvriers déversent le métal liquide dans des moules pour obtenir des barres de 550 kg ou des lingots de 10 kg.
On produit 5000 à 6000 barres d'aluminium de haute qualité à partir d'un avion de ligne recyclé par Aéroturbine, le tout pour une valeur de 20 000 €. Les mécaniciens ont démonté en intérieur, en extérieur et en hauteur pour récupérer les pièces de valeur. Désormais, ils attaquent le bas. 5 trains d'atterrissage équipent un 747 et il faut les retirer. Toute la question est de trouver comment. Les trains doivent maintenir l'avion debout et stable. Mais tant de pièces ont été enlevées que le 747 est d'ores et déjà déséquilibré. Malgré tout, Roger Hodge a une solution. Il décide de couper la queue. D'après ses calculs, cela devrait stabiliser le centre de gravité. Beaucoup d'éléments ont été retirés. Et pour le moment, l'avion est trop lourd au niveau de la queue. On va donc l'arracher pour basculer le poids vers le nez. La cisaille de Giulio peut découper une épaisseur de 5 cm d'acier d'un seul coup. Et ses mâchoires mécaniques s'ouvrent assez grand pour dévorer 50 cm en une seule bouchée. Giulio pratique une incision tout autour de la queue. Elle s'abat sur le sol. Les mécaniciens stabilisent le reste de l'appareil avec des crics métalliques qui seront récupérés et des étais en bois fabriqués avec des traverses de chemin de fer qui seront détruits. À la masse, on insère la traverse pour que l'étai soit le plus solide possible. Mais certaines traverses sont abîmées et d'autres ne sont pas aussi solides qu'on le croyait. Personne ne sait comment elles résisteront au poids énorme du 747. Si elles cèdent, 90 tonnes vont s'abattre au sol sans prévenir, tuant tous ceux qui se trouveront dessous. On s'assure que tout est bien de niveau. Il ne faut pas que les traverses s'inclinent, sinon tout va casser. Une fois les étais en place, les mécaniciens peuvent démonter les trains d'atterrissage en ayant l'esprit tranquille. Du moins pour le moment. Ils commencent par retirer les boulons géants. Mais ça n'est pas facile. Le poids de l'avion s'exerce sur ces boulons. Il faut donc lever et pousser du dessus, du dessous et de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune pression sur les boulons. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils peuvent être desserrés. Ça peut prendre de 30 secondes à 3 ou 4 heures. Tout dépend de ce qu'il faut faire pour y arriver. Coup de chance, on a réussi tout de suite. Donc on peut passer au suivant. C'est une opération éreintante. Mais en 2 jours, les 5 trains d'atterrissage sont dégagés. Chacun d'eux sera revendu pour un montant total avoisinant les 33 000 €. Le fuselage repose désormais sur les crics et les étais. Giulio et 2 de ses collègues entrent alors dans l'appareil. En l'absence de la queue, il dispose désormais d'une porte de soute arrière pour évacuer les parties recyclables. On trie tout. Les câbles, l'isolation, l'aluminium. La cabine du 747 était plus de 2 fois plus grande que celle de ses contemporains lors de sa fabrication en 1968. Elle mesure 6 mètres de large
et fait 850 mètres cubes. Le premier vol des frères Wright, en 1903, aurait pu se faire à travers la classe Echo. Une fois l'intérieur retiré, il faut enlever les garnitures des 452 sièges et récupérer les éléments métalliques pour qu'ils soient recyclés. Ce qui reste du fuselage semble tout juste bon à être détruit. Et pourtant, un grave danger se cache dans la queue. Des contrepoids très pesants à l'uranium appauvri. En vol, ils permettent de stabiliser l'appareil. Mais s'ils ne sont pas correctement traités, ils peuvent devenir radioactifs. Il faut laisser assez d'espace autour de l'uranium. Il n'est pas radioactif. Mais si on le découpe et si on le chauffe, il le devient. Responsable hygiène, sécurité et environnement, Anne-Marie Stilson va expédier l'uranium appauvri dans un centre de traitement approprié. C'est la façon éco-consciente de s'en débarrasser. S'il était jeté avec la ferraille, il serait fondu et il deviendrait radioactif. Et là, ce serait très dangereux. Et il reste peut-être une autre source de danger dans les gigantesques réservoirs de carburant. Ils peuvent contenir 193 000 litres et ils doivent être entièrement vidés de tout liquide et de tout gaz avant le début de la dernière phase. Et il n'y a qu'un moyen de s'assurer que tout est en ordre, en se faufilant à l'intérieur. Mais l'endroit est plutôt exigu. Cependant, une fois à l'intérieur, on est agréablement surpris par le volume des réservoirs du 747. Les 747 sont beaucoup plus volumineux que ce à quoi ces mécanos sont habitués. On peut tenir debout dans le réservoir. Du haut de son 1,88 m, Lyle circule sans problème dans le réservoir. Je vérifie les niveaux à l'intérieur du réservoir avec un renifleur. J'examine les quantités d'oxygène et de dioxyde de carbone. Quand Julio broiera le réservoir, il y aura des étincelles et la moindre flaque de carburéacteur ou de vapeur de carburant pourrait provoquer une explosion. Mais cette fois, c'est certain. Il n'y a pas de carburéacteur, c'est sec. Lyle donne le feu vert. L'épave doit maintenant être broyée. Pete, tu fais celui-là? Mais ce bouquet final n'est pas sans danger, loin s'en faut. Les mécaniciens doivent retirer les crics un par un. Bientôt, seuls les étais en bois soutiendront la carcasse. Mais il se pourrait qu'ils ne résistent pas plus de quelques secondes. Je vais desserrer ces crics et d'étaler. L'air va filer et moi aussi, car je ne sais pas ce qui va se passer. Allez. Privé de soutien, l'avion peut s'écraser à n'importe quel moment. De toute façon, ça va être un beau spectacle. À chaque cric retiré, l'avion perd en stabilité. C'est le moment le plus délicat et le plus dangereux. Dégagez, dégagez! Allez, venez! Le métal se tord, n'appuyant plus que sur ses tours improvisées. Mais l'avion ne tombe pas. Les traverses geignent, se tordent et se fendillent, mais elles résistent. L'équipe qui a passé les 12 dernières semaines à désosser le 747 profite du spectacle. Mais à bonne distance. Génial, vraiment génial. Je ne pensais pas que ça tiendrait aussi longtemps. Ça a marché mieux que prévu.
Pourtant, il va bien falloir que la carcasse tombe pour que les mécaniciens puissent terminer le recyclage. C'est pourquoi Julio Estrada intervient avec sa puissante cisaille hydraulique. Et finalement, dès lors, la cisaille dévore la carcasse du 747 comme un prédateur affamé. Ce démantèlement peut paraître désordonné, mais il est tout ce qu'il y a de plus méthodique. Il sait y faire. Je surveille comment il s'y prend et il fait chaque chose pour une bonne raison. C'est sa spécialité. Une fois que l'avion est à ce stade, c'est Julio qui prend les rênes. Julio veut tout le métal, et rien que le métal. Il casse tous les hublots. Puis il découpe le fuselage sur toute sa longueur. Ensuite, il fait basculer le dessus de l'avion comme s'il s'agissait de la coquille d'un œuf à la coque. Au fur et à mesure qu'il éventre l'avion, il trie les métaux. Aluminium, acier, câblage et cuivre. Les mécaniciens qui ont travaillé sur ce 747 le voient se transformer petit à petit en tas de ferraille. C'est marrant de les désosser. D'habitude, je les répare. C'était un bon avion. Je n'aime pas les voir disparaître. Tous les avions sont différents. Tous ont leur personnalité, comme les voitures. Mais il y a des appareils sur lesquels j'ai travaillé des années que j'aimerais voir réduits en bouillie. Il faut 8 jours à Julio pour achever son travail. 4 fois plus que pour un appareil de taille classique. De l'immense avion de ligne, il ne reste plus qu'un tas de débris de 6 mètres sur 6. La valeur de cette ferraille, 13 500 €. Valeur totale du recyclage, 4 600 000 €. Pas mal pour un vieux zinc. Et pas mal aussi pour les propriétaires qui empochent une somme rondelette. Ces mécaniciens ont effectué leur premier démantèlement de 747 et relevé leur plus grand défi. Les moteurs qu'ils ont retirés équipent déjà un autre avion. Des milliers de pièces, petites et grandes, vont reprendre du service. Les métaux vont être fondus. Les éléments dangereux ont été retirés en toute sécurité et personne n'a été blessé. Ce 747 a pris sa retraite après 24 années de bons et loyaux services. Mais ces mécaniciens ont démontré que grâce à un recyclage adapté, les vieux appareils ne meurent jamais vraiment. Ils continuent de sillonner les cieux sous une autre forme.